Fridtjof Schuon, du divin à l'humain. Tour d'horizon de métaphysique et d'épistémologie. Première partie. Subjectivité et connaissance. Sous-chapitre. Conséquences découlant du mystère de la subjectivité. La première constatation qui devrait s'imposer à l'homme quand il s'interroge sur la nature de l'univers, c'est la primauté de ce miracle qu'est l'intelligence, ou la conscience, ou la subjectivité, et par conséquent l'incommensurabilité entre celle-ci et les objets matériels, qu'il s'agisse d'un grain de sable ou du soleil, ou d'une créature quelconque en tant qu'objet sensible. La vérité du cogito ergo sum cartésien est non qu'il présente la pensée comme la preuve de l'être, mais simplement qu'il énonce la primauté de la pensée, donc de la conscience ou de l'intelligence, par rapport au monde matériel qui nous entoure. Certes, ce n'est pas notre pensée personnelle qui fut avant le monde, mais ce fut, ou c'est, la conscience absolue, dont notre pensée est précisément un lointain reflet. Notre pensée qui nous rappelle et nous prouve qu'à l'origine fut l'esprit. Rien n'est plus absurde que de faire dériver l'intelligence de la matière, donc le plus du moins. Le saut évolutif de la matière à l'intelligence est à tout point de vue la chose la plus inconcevable qui soit. On nous dira sans doute que la réalité d'un Dieu créateur n'a pas été démontrée. Mais outre qu'il n'est pas difficile de démontrer cette réalité avec des arguments proportionnés à sa nature, mais inaccessible pour cette raison même à certains esprits, le moins qu'on puisse dire est que l'évolution n'a jamais été démontrée par qui que ce soit, et pour cause. On admet l'évolution transformante à titre de postulat utile et provisoire, comme on admettra n'importe quoi, pourvu qu'on ne se sente pas obligé d'admettre la primauté de l'immatériel, puisque celui-ci échappe au contrôle de nos sens. Quand on part de la constatation de ce mystère immédiatement tangible qu'est la subjectivité ou l'intelligence, il est pourtant facile de concevoir que l'origine de l'univers est non la matière inerte et inconsciente, mais une substance spirituelle qui, de coagulation en coagulation et de segmentation en segmentation et autres projections à la fois manifestantes et limitatives, produit en fin de compte la matière en la faisant émerger d'une substance plus subtile, mais déjà éloignée de la substance principielle. On nous objectera qu'il y a de cela aucune preuve. À quoi nous répondrons, outre que le phénomène de la subjectivité comporte précisément cette preuve, abstraction faite d'autres preuves intellectuelles possibles, mais dont l'intellection n'a nul besoin. À quoi nous répondons donc qu'il y a infiniment moins de preuves à cette absurdité inconcevable qu'est l'évolutionnisme, lequel fait sortir le miracle de la conscience d'un tas de terre ou de cailloux, métaphoriquement parlant. Dans le même ordre d'idées, nous ferons valoir que les idées de, ouvrez les guillemets, grand esprit, fermez les guillemets, et de primauté de l'invisible sont naturelles à l'homme, ce qui n'a même pas besoin d'une démonstration. Or, ce qui est naturel à la conscience humaine, laquelle se distingue de la conscience animale par son objectivité et sa totalité, sa capacité d'absolu et d'infini, pourrions-nous dire. Ce qui est naturel à la conscience humaine prouve ipso facto sa vérité essentielle, la raison d'être de l'intelligence étant l'adéquation au réel. Note de bas de page. Nous avons entendu quelqu'un dire que les ailes des oiseaux prouvent l'existence de l'air, et que de même le phénomène religieux, commun a priori à tous les peuples, prouve l'existence de son contenu, à savoir Dieu et la survie, ce qui est pertinent, si on se donne la peine d'examiner la chose en profondeur. Retour au texte. D'un autre côté, si l'intellection et la révélation sont, ouvrez les guillemets, surnaturellement naturels, fermez les guillemets, à l'homme, leur refus est aussi une possibilité de la nature humaine, bien entendu, sans quoi il ne se produirait pas. Mais c'est parce que l'homme, étant intégralement intelligent, et par là même intégralement libre,
ce qui signifie par voie de conséquence que, seul parmi les créatures terrestres, il est libre d'aller à l'encontre de sa nature. Or, il n'a cette liberté qu'à la suite d'une chute qui, précisément, le sépare tout d'abord de cette révélation immanente qui est l'intellection, et ensuite le dresse contre la révélation prophétique qui, elle, supplée à l'absence de la science immanente, et qui, en y suppléant, réveille celle-ci, du moins en principe. Les arguments extrinsèques contribuent à prouver, à titre de point de repère ou de clé, la primauté intellectuelle et existentielle de l'esprit. Mais nous n'avons nul besoin de ces preuves, redisons-le une fois de plus. S'il est des gens pour qui l'ombre d'un chat ne prouve pas la présence du chat réel, ou pour qui le bruit d'une chute d'eau ne prouve pas la proximité de l'eau, cela ne saurait signifier que notre connaissance de cet animal ou de cette cascade dépende forcément ou exclusivement de l'ombre ou du bruit. Notre axiome, c'est d'une part que tout ce qui existe se trouve inscrit, a priori, dans la substance théomorphe de notre intelligence. Il n'y a pas de conscience intégrale qui ne prolonge la conscience absolue. Et d'autre part, que l'actualisation intellectuelle du réel ou du possible est fonction soit de la perfection de notre nature, soit d'un facteur externe qui mette en valeur cette perfection ou qui la réalise si elle est partielle. Un facteur tel que la révélation, ou d'une façon plus particulière, telle qu'une expérience provoquant le ressouvenir archétype dont parlait Platon. La liberté de l'homme est totale, mais elle ne saurait être absolue, la qualité d'absolu n'appartenant qu'au seul principe suprême et non à sa manifestation, fût-elle directe ou centrale. Dire que notre liberté est totale signifie qu'elle est, ouvrez les guillemets, relativement absolue, fermez les guillemets, c'est-à-dire qu'elle l'est sur un plan donné et dans certaines limites. Pourtant, notre liberté est réelle. Celle d'un animal l'est aussi d'une certaine manière, sans quoi l'oiseau en cage ne se sentirait pas privé de liberté, et elle l'est parce que la liberté, en tant que telle, est de la liberté, et rien d'autre, quelles que puissent être ses limites ontologiques. Quant à la liberté absolue, celle du principe divin, l'homme y participe dans la mesure où il s'y conforme, et cette possibilité de communion avec la liberté, en soi ou avec l'absolu, provient précisément du caractère total de notre liberté, pourtant relative. Ce qui revient à dire qu'en Dieu et par lui, l'homme peut rejoindre la liberté pure. En Dieu seul, nous sommes absolument libres. Admettre que l'homme se situe par définition entre une intellection qui le relie à Dieu et un monde qui a le pouvoir de l'en détacher, que par conséquent, l'homme, étant libre, possède corrélativement à son intelligence la liberté paradoxale de vouloir se faire Dieu à son tour, c'est admettre du même coup que la possibilité d'une rupture entre l'intellection et la simple raison est donnée d'avance par l'ambiguïté même de la condition humaine. Car le pontifex, suspendu entre l'infini et le fini, ne peut pas ne point être ambigu, si bien qu'il est inévitable que, ouvrez les guillemets, le scandale arrive, fermez les guillemets, qu'en fin de compte, l'homme, à partir de la chute originelle et de chute en chute, aboutisse au luciférisme rationaliste, note de bas de page, ou existentialiste, ce qui globalement revient au même, puisqu'il n'y a rien de plus raisonneur qu'un négateur de l'efficience intellectuelle. Retour au texte, lequel se tourne contre Dieu et par là s'oppose à notre nature, ou lequel se tourne contre notre nature et par là s'oppose à Dieu. La faculté rationnelle détachée de son contexte surnaturel est forcément contre l'homme, et donne nécessairement lieu, en fin de compte, à une pensée et une forme de vie toutes deux contraires à l'homme. En d'autres termes, l'intellection n'est tout à fait à l'abri que dans des âmes providentiellement exemptes de certains risques de la nature humaine, mais elle n'est pas et ne peut pas être à l'abri dans l'homme comme tel, pour la simple raison que l'homme comporte par définition l'individualité passionnelle, et que la présence de celle-ci, précisément,
crée le risque de la rupture d'avec le pur intellect et par conséquent le risque de la chute. Est humain ce qui est naturel à l'homme, et est naturel à l'homme le plus essentiellement ou le plus spécifiquement ce qui se réfère à l'absolu, et par conséquent indique le dépassement de l'humain terrestre. Note de bas de page. Le mot humanisme, entre guillemets, constitue un curieux abus de langage du fait qu'il exprime une notion qui est contraire à l'humain intégral, donc à l'humain proprement dit. En effet, rien n'est plus inhumain au fond que le, ouvrez les guillemets, purement humain, fermez les guillemets, l'illusion de construire un homme parfait à partir de l'individuel et du terrestre, alors que l'humain idéal titre sa raison d'être et tout son contenu de ce qui dépasse l'individu et la terre. Retour au texte. Et avant même les symboles, les doctrines et les rites, notre subjectivité même, nous l'avons dit, indique le plus clairement possible notre référence à l'esprit et à l'absolu. Sans la primauté absolue de l'esprit, la subjectivité relative ne serait ni possible ni concevable. Elle serait comme un effet sans cause. L'intelligence séparée de sa source supra-individuelle s'accompagne ipso facto de ce manque de sens des proportions qu'on appelle l'orgueil. Inversement, l'orgueil empêche l'intelligence devenue rationalisme de remonter à sa source. Il ne peut que nier l'esprit et le remplacer par la matière. C'est de celle-ci qu'il fait jaillir la conscience, dans la mesure où il ne peut la nier en la réduisant, et les essais ne manquent pas à une sorte de matière particulièrement raffinée ou évoluée, entre guillemets. Note de bas de page. Que l'on parle d'énergie, entre guillemets, plutôt que de matière, entre guillemets, et autres subtilités de ce genre, ne change rien au fond du problème et ne fait que reculer les limites de la difficulté. Notons qu'un soi-disant sociobiologiste, entre guillemets, ce mot est tout un programme, a poussé l'ingéniosité jusqu'à remplacer la matière par des gènes, entre guillemets, dont l'égoïsme aveugle, combiné avec un instinct de fourmi ou d'abeille, aurait fini par constituer non seulement les corps, mais aussi la conscience et, en fin de compte, l'intelligence humaine, miraculeusement capable de disserter sur les gènes qui se sont amusés à la produire. Retour au texte. Plutôt que de s'incliner devant l'évidence de l'esprit, la raison orgueilleuse niera sa propre nature, qui pourtant lui permet de penser. Dans ces conditions concrètes, elle manque autant d'imagination et de sens des proportions que de perspicacité intellectuelle, et c'est là, précisément, une conséquence de son orgueil. Corruptio optimi pessima. C'est ce que prouve, une fois de plus, la monstrueuse disproportion entre l'habileté de la raison devenue luciférienne et la fausseté de ses résultats. On gaspille des torrents d'intelligence pour escamoter l'essentiel et pour prouver brillamment l'absurde, à savoir que l'esprit a fini par surgir d'un morceau de terre, ou disons d'une substance inerte, à travers des milliards d'années, dont la quantité, au regard du résultat supposé, est dérisoire et ne prouve rien. Il y a là une perte du sens commun et une perversion de l'imagination qui, à rigoureusement parler, n'ont plus rien d'humain et qui ne peuvent s'expliquer que par le parti prescientiste, bien connu de tout interpréter par le bas, d'échafauder n'importe quelle hypothèse, pourvu qu'elle exclue les causes réelles, lesquelles sont transcendantes et non matérielles, et dont la preuve concrète et tangible est notre subjectivité, précisément. L'esprit est la substance, la matière est l'accident, c'est-à-dire que la matière n'est qu'une modalité contingente et transitoire du rayonnement de l'esprit qui projette les mondes et les cycles, tout en demeurant transcendant et immuable. Ce rayonnement produit la polarisation en sujet et objet. La matière est le point de chute du pôle objectif, la conscience sensorielle étant le phénomène subjectif correspondant. Pour les sens, l'objet c'est la matière, ou disons le domaine physique perceptible. Pour l'intellect, la réalité objective c'est l'esprit sous toutes ses formes. C'est par lui que nous existons et que nous connaissons. S'il n'était pas immanent aux substances physiques, celles-ci ne sauraient exister un instant. Et dans cet esprit, précisément,
l'opposition sujet-objet se trouve résolue. Elle se résout dans l'unité à la fois exclusive et inclusive, transcendante et immanente. L'alpha comme l'oméga, tout en nous dépassant infiniment, réside au fond de notre cœur. Note de bas de page. La clé des mystères delphiques, c'est, ouvrez les guillemets, connais-toi toi-même, fermez les guillemets. Connaître la nature de la subjectivité, c'est connaître la structure du monde. Retour au texte. Ce que nous pouvons et devons connaître, nous le sommes, et c'est pour cela que nous pouvons le connaître, infailliblement, à condition d'être libérés des voiles qui nous séparent de notre vraie nature. Ces voiles, l'homme se les impose parce que sa volonté luciférienne s'identifie avec eux, parce qu'il croit donc se reconnaître en eux, et parce que, par conséquent, les enlever c'est mourir. C'est là du moins le sentiment de l'homme aussi longtemps qu'il n'a pas compris que, ouvrez les guillemets, je suis noir, mais belle. Fermez les guillemets. Il y a d'ailleurs, en faveur de la primauté de l'esprit, des preuves extrinsèques non négligeables. Nous y avons souvent fait allusion, et elles résultent de la nature même de l'homme. Si tout a commencé par la matière, et s'il n'y a pas d'esprit, donc pas de Dieu, comment s'expliquer que les hommes aient pu croire fermement le contraire pendant des millénaires, et qu'ils aient même déployé un maximum d'intelligence à l'affirmer et un maximum d'héroïsme à le vivre? On ne saurait invoquer le progrès, car les incroyants de tout genre sont loin d'être supérieurs aux croyants et aux sages, et on ne voit nulle part un passage évolutif de ceci à cela. Les idées matérialistes se sont manifestées et répandues pour ainsi dire sous nos yeux dès le, ouvrez les guillemets, siècle des Lumières, fermez les guillemets, sans qu'il soit possible de constater là une évolution dans le sens d'une ascension qualitative, à la fois intellectuelle et morale. Bien au contraire. Ceux qui soutiennent l'argument évolutionniste d'un progrès intellectuel aiment à expliquer les idées religieuses et métaphysiques par des facteurs psychologiques inférieurs, tels que la peur de l'inconnu, l'espoir infantile d'un bonheur perpétuel, l'attachement à une imagerie devenue chère, l'évasion dans les rêves, le désir d'opprimer autrui à bon compte, etc. Comment ne voit-on pas que de tels soupçons, présentés sans vergogne, comme des faits démontrés, comportent des inconséquences et impossibilités psychologiques qui n'échappent à aucun observateur impartial? Si l'humanité était stupide pendant des millénaires, on ne s'explique pas comment elle a pu cesser de l'être, d'autant que ce fut dans un laps de temps relativement très court, et on se l'explique d'autant moins quand on observe avec quelle intelligence et quel héroïsme elle a été stupide pendant si longtemps et avec quelle myopie philosophique et quelle décadence morale elle est devenue enfin lucide, entre guillemets, et adulte, entre guillemets. Note de bas de page. Un trait caractéristique de, ouvrez les guillemets, notre temps, fermez les guillemets, et qu'on attache partout, ouvrez les guillemets, la charrue devant les bœufs, fermez les guillemets. Ce qui normalement devait être le moyen devient la fin, et inversement. Les machines sont censées être là pour les hommes, mais en fait, les hommes sont là pour les machines. Alors qu'autrefois les routes étaient là pour les villes, maintenant les villes sont là pour les routes. Au lieu que les masses médias soient là pour la culture, entre guillemets, celle-ci est là pour les masses médias. Et ainsi de suite. Le monde moderne est un enchevêtrement inextricable de roulements que personne ne peut arrêter. Retour au texte. L'essence du réel, c'est le banal, ou le trivial, semblent dire les scientistes et autres pseudo-réalistes, à quoi nous pourrions répondre. L'essence du réel, c'est le miracle de la conscience, de l'intelligence, de la connaissance. Au commencement était non la matière, mais l'esprit, qui est l'alpha et l'oméga.